Merci Alain. Donc ce modèle, donc standardisé l'évaluation des interventions non médicamenteuses. Premier point, si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à le télécharger. Donc il est disponible sur le site de la NPIS, et vous pouvez directement le télécharger. Et un petit préalable. Un petit préalable. Émile, chercheuse INSERM, extrêmement connue, bon, tout vous aime, c'est mieux quand même que Montpellier. On a vu apparaître quand même, dernièrement, enfin, on va parler de la Covid, 2-3 Français qui ont dit peut-être 2-3 bêtises, hein, et des confusions importantes de genre. Entre d'un côté la recherche, où on se pose des questions, et de l'autre, des données convergentes sur lesquelles on a des connaissances, ben finalement, c'est deux choses différentes. Je vous recommande ce livre de M. Klein, hein, vraiment, qu'il a publié avec des mots extrêmement compliqués, je ne vous dis pas ultra-crépidernisme, vous vous rappelez, et donc des mots sur lesquels, finalement, on confond science et recherche. La recherche, c'est se poser des questions, et toujours avancer, et toujours questionner. Mais à un moment donné, il y a des convergences, et ce sont des connaissances. Est-ce que la Terre est plate? À part 2-3 Américains, on est à peu près convaincus que la Terre est ronde. Et effectivement, quelles sont les bonnes questions? Et avec des convergences qui sont actuelles, c'est peut-être pas la vérité finale, mais en effet, il y a quand même des convergences de données. Et donc la société savante, elle va encourager un modèle d'évaluation, dont on va parler, et ensuite on va parler de l'élaboration, de la diffusion de ces connaissances. Alors la justification, je l'ai évoqué ce matin, donc une intervention non médicamenteuse, c'est quoi? C'est une pratique avec donc une combinaison d'un praticien, d'un contexte, d'un protocole, d'un usager, avec des mécanismes dans la fibre biologique et des mécanismes psychosociaux, et avec des attendus à la fois sur le plan des bénéfices sanitaires, des bénéfices potentiellement également sociaux, économiques et environnementaux, et donc sur un certain nombre de marqueurs type qualité de vie, longévité, symptomatologie, et évidemment des probabilités de risque. Je pense que c'est un élément qui a été évoqué. Toute intervention en santé, si vous vous situez en intervention dans la santé, doit comporter des risques. Et donc, il faut absolument les mesurer. C'est un élément absolument central. Et donc, il y a une soixantaine d'années, les responsables et tenants des médicaments se sont dit, bah, au lieu de faire au feeling, il faut absolument prescrire des produits avec des doses, des contenus qui soient bien plus spécifiques, bien plus précis. Et en effet, ils ont dit, on sort de simplement l'expérience personnelle, on sort du feeling ou du maître qui m'a appris comment faire par un modèle que les scientifiques et les cliniciens ont travaillé ensemble, et vous les connaissez, hein, donc c'est les phases 0, 1, 2, 3, 4, sur lesquelles tout le monde est d'accord sur la façon dont on valide un médicament. Et dans la Covid, même si un professeur pas loin de Montpellier, vous voyez, donc s'affranchit du modèle de validation, il peut le dire en science, mais il peut le dire en recherche, pas en science. Et c'est les amalgames qui ont conduit en tout cas au fait qu'ils s'affranchissent de ce modèle de validation. Dans les interventions non médicamenteuses, le gros problème, c'est qu'il y en a 46. 46, ça fait un peu beaucoup. Et donc, forcément, ça a conduit, c'est un de mes thésards, donc François Carbonel, médecin généraliste de formation, qui a inventorié les modèles. 46, ça fait beaucoup, et tout l'enjeu, c'est de dire, est-ce qu'il y a, au niveau scientifique mondial, dans les recommandations, ça s'appelle Equator, je pense que vous connaissez, c'est l'endroit où on fabrique des recommandations, y a-t-il un modèle pour les interventions non médicamenteuses? La réponse est non. Et donc on s'est dit, bah, allons-y, on va établir une méthode pour avancer. Alors on n'est pas parti de rien, juste pour reciter donc cette plateforme Universitaire 7 dont a parlé Philippe Auger, où effectivement on avait reçu des soutiens à travers un contrat de plan interrégion, à travers l'Europe, l'ARS, la CARSAT, le CIRIC, l'ARC, bref, on avait des soutiens pour réfléchir à l'épistémologie de l'évaluation de ces pratiques. Yannick Mardy, si présent, était donc une des personnes qui réfléchissait effectivement avec nous. Donc, je vous ai parlé de cette thèse de François Carbonel qui a conduit à cette publication. On a conduit également tout un travail avec donc un certain nombre de personnes, donc je tiens à les saluer. Je n'ai pas mes lunettes, mais je les reconnais, mais de Jacques Copperfield, en passant par Bruno Falissard, que vous connaissez sur la droite, Julien Nizar, François Paille, et Caroline Barry. Bref, on a travaillé pour faire des premières
recommandations sur strictement la recherche clinique non pharmacologique et sur lequel ce travail va être publié. On a également travaillé dans le cadre du plan national qui était de lutte, si vous voulez, contre les maladies neurodégénératives, le PNND, et sur lequel on a fait des recommandations de la même façon pour la recherche clinique dans ce domaine, et vous reconnaissez peut-être un certain nombre de personnes dans cette équipe. Mais on se dit, pour aller plus loin, finalement, si on reste dans une plateforme universitaire, finalement, on va faire un plaisir à quelques revues scientifiques et ça n'avait pas d'intérêt ou d'impact pour les autorités. Et donc, on a pris le risque de dire, on va créer une association de loi 1901 qui s'appelle Société Savante et sur lequel elle est d'intérêt pour l'instant général avec une perspective d'utilité publique sur lequel on va établir une méthodologie afin de pouvoir valider et concevoir en tout cas un modèle unique, standardisé d'évaluation des interventions non médicamenteuses. On s'est dit, il faut qu'elles soient évidemment spécifiques aux INM, il faut qu'il y ait des points d'invariants évaluatifs, lesquels sont absolument indispensables, qu'on s'appuie sur une méthodologie qui est la plus reconnue dans le monde, donc Équateur, pour fabriquer cette recommandation, qu'elle soit intègre, au sens de nous avons aucun intérêt particulier pour une des pratiques, on essaie plutôt d'avoir quelque chose de plus général, interdisciplinaire, intersectorielle, itérative, itérative, trop itérative parfois, et participative. Et donc, avec Emeline, l'année dernière, donc si vous étiez présent à Paris pour notre congrès, on lançait un petit peu l'opération en disant on va fabriquer un premier tour de table dans un projet au sein du pôle piloté par Alice Guillon et par Émile, un projet de guide méthodologique sur l'évaluation des interventions médicamenteuses. Donc, on a fait des échanges et ainsi de suite. On s'est un peu tapé dessus, mais c'est normal, c'est bien d'échanger intellectuellement. C'est bien de la recherche. Pour aboutir à la science, il faut de temps en temps discuter et c'est super de ne pas être d'accord pour pouvoir avancer. C'est la richesse. Exactement. C'est tout à fait cette richesse qui a conduit donc à cette phase 2. La phase 2 était, OK, maintenant on a un comité de pilotage, on va s'entourer d'un comité d'experts plus élargi, économistes, très connus, Yves Rocher, Michel Noguès, très connu évidemment. Donc voilà, on a vraiment des gens très connus dans le domaine en disant on va les constituer comme groupe d'experts et on va pouvoir travailler là-dessus et on va passer donc après une version 1 à une version 2 sur laquelle on va l'ouvrir, et merci à celles et ceux qui ont répondu et qui ont collaboré avec nous à ces différentes... On était partis, on était 70 et on arrive à 309. Donc ça veut dire 309 commentaires, évidemment. À chaque fois, on dit oui, mais moi j'aimerais mettre ça, ou moi j'aimerais mettre ça. Oui, mais moi la virgule, elle est avant, ou la virgule est après. On a pas mal bagarré donc, quand même pour arriver au bout du compte. Mais en tout cas, 9 réunions Zoom, 15 heures de discussion. En tout, donc 24 usagers ou usagères, 113 praticiens ou praticiennes, 110 chercheurs ou chercheuses, et enfin, donc 62 opérateurs de santé, et sur lequel on arrive aujourd'hui, donc sur ce modèle, vous allez voir. Et peut-être qu'on peut nuancer un petit peu en disant que chez les praticiens ou les chercheurs, il y en a qui représentent des collèges de chercheurs, ou chez les praticiens, il y en a qui représentent des syndicats. Voilà, donc c'est vraiment à majorer, c'est pas uniquement 309 participants, c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est pour ça que chaque personne qui a participé va pouvoir partager l'information à la fédération ou le syndicat qu'elle représente, pour inviter justement toutes les personnes à voter pour ces recommandations et à nous aider à choisir quelles sont les plus pertinentes pour faire avancer la recherche. C'est très important ce que vient de dire Emeline. On veut que ce soit participatif. Et on veut, et Patricia Derjean-Molina de l'INSERM, donc l'INSERM pousse à aller faire de la recherche participative. Et c'est la raison pour laquelle Ghislaine était présente depuis le départ en disant, là, on a fait ce tour de table de co-construction et désormais, on veut qu'il y ait un vote. Et donc Alain, c'est Alain qui fait tout, donc c'est Alain qui va monter un sondage au mois d'avril sur lequel vous allez avoir chaque item qui vont être présentés, certains vont être présentés en tout cas par Emeline, et sur lesquels on va les voter les uns après les autres. Et donc soit vous êtes dans la rubrique ou le collège, on les appelle les collèges usagers, usagères, le collège chercheur, le collège opérateur de santé ou le collège, il m'en manque un, praticien, et sur lequel vous allez voter je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne me prononce pas, et on gardera à la fin les
et vous allez voir 76, et on espère en garder évidemment quand même pas mal, en disant, maintenant qu'on a fait ce travail-là, ce vote, en disant peut-être, allez, notre rêve, c'est au moins d'avoir 1000 votants, et on espère qu'il y aura peut-être plus de 1000 votants, aux autorités, on a fait notre job de chercheur, au sens de personne qui réfléchit à la recherche. Maintenant, c'est à vous de pouvoir le faire avancer. Et donc, on a pris rendez-vous avec toutes les autorités de santé pour rendre compte de notre travail, avec la perspective ensuite de faire une restitution parlementaire. Donc, fin septembre sur Paris. On espère que ce sera au Sénat. C'est en cours de discussion pour que ce soit au Sénat en disant on a fait notre job. Et effectivement, maintenant, c'est à vous de potentiellement réglementer. Et donc, voilà le modèle, en tout cas, qui est important de présenter dans ces grandes lignes pour ensuite rentrer dans le détail. Mais l'idée que on a très longtemps pensé qu'il fallait strictement se limiter soit aux recherches mécanistiques, donc toutes les études qui vont être dans le mécanisme. Et il y a parfois dans notre communauté des personnes qui sont cantonnées au mécanisme. Tiens, ça marche parce que j'ai un effet de, etc., etc. Et on s'arrête au mécanisme d'action. Bah, non, c'est pas suffisant. Il y en a qui font que des études observationnelles en disant oui, j'ai observé que quelques patients fonctionnent, oui, mais le case study ne suffit pas. Et on a lancé toute une réflexion, et donc vraiment il y a un travail qui a été fait par un certain nombre de personnes pour dire qu'on a besoin de cette étape dans les interventions non médicamenteuses de description de l'intervention. Une étude qui va permettre de décrire plus précisément son début, son milieu et sa fin. Exemple, dans la méditation est quelque chose de très large, mais par contre le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, c'est vraiment une méthode particulière de méditation qui a un objectif particulier. Vous voyez, donc de quelque chose qui est générique, quelque chose qui devient tout d'un coup protocolisé. Donc il y a des études et on va faire des recommandations spécifiques là-dessus. Ensuite, des recommandations sur la démonstration et donc l'évaluation à travers de la recherche clinique. Oui, mais est-ce qu'on a absolument besoin d'en passer par l'essai randomisé contrôlé? La réponse est en double aveugle, la réponse est non. Et donc, on va faire des recommandations spécifiques en matière d'études cliniques. Et enfin, quelque chose de très nouveau et donc c'est Marie Foucault qui est actuellement donc, en postdoc aux États-Unis. Enfin, non, elle est déjà maître de conf, mais elle est en tout cas en séjour aux États-Unis, pour travailler sur ces études d'implémentation. Vous connaissez peut-être le terme. Moi, il y a à peine 5 ans, je connaissais très peu ce que ça voulait dire derrière. Comment on fait une étude d'implémentation? Comment on fait un déploiement et on va vérifier si on a des effets qui sont similaires, et donc on va pouvoir fabriquer ça. Donc, Émilie va vous présenter désormais Je vais le revenir en rendu de notre arrière. travail. Je vais juste revenir en arrière un tout petit peu pour pondérer un petit peu par rapport à l'étude d'implémentation. Justement, c'est vraiment pour une étude qui va permettre d'assurer la transférabilité de ce qui a été montré avant dans la recherche dans la société civile. Donc, c'est l'une des étapes les plus importantes. Et après, je voulais revenir aussi sur l'étude mécanistique qui là est un petit peu sous l'étude observationnelle, mais en fait qui peut se réaliser à pour chaque type d'étude. Parce que chaque type d'étude, que ça soit observationnelle, prototypique, interventionnelle ou l'étude d'implémentation, va impliquer des mécanismes potentiellement différents. C'est-à-dire que quand tu l'implémentes, tu vas avoir plus d'interaction avec des individus différents et un mécanisme qui potentiellement peut évoluer aussi. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, je vais mettre comme ça. Ouais, voilà. Ok, ça marche. Je passe pas l'étude. Alors, en termes de résultats, donc je réinsiste un petit peu, mais vous pouvez le télécharger. Et en plus de le télécharger, n'hésitez vraiment pas à le partager et à augmenter ainsi les personnes qui pourront donner leur avis. Et c'est vraiment quelque chose de co-construit. Et tout avis est important pour nous. Alors, nous avons donc, comme l'a dit justement Grégory, 76 propositions de recommandations. Donc, ça diffère un petit peu par rapport aux études. Pour les études observationnelles, il y a 6 items, prototypiques 9 items, interventionnelles qui sont les plus complètes, 27 items, d'implémentation 14 et mécanistique 6 items. Et toutes ces études, je dirais, ont en commun l'aspect éthique, bien entendu, qui constitue 13 items et qui sont la base de la recherche sur les interventions non médicamenteuses.
On va commencer par les 13 recommandations éthiques. Donc le plus important, vous le savez certainement, c'est déclarer les liens d'intérêt. Donc je vais passer en dessous mes explications parce que c'est assez... On peut peut-être inverser, Si tu te mets là, ça passe. Alors oui, je vous les partage pas toutes, hein. Comme vous voyez, il y en a 13. Là, j'en ai sélectionné 3 qui sont pas les plus importantes, mais qui sont démonstratives de l'idée des recommandations éthiques. Il y a impliquer les usagers concernés par l'objet de l'étude, à ne pas hésiter à les consulter, mais vraiment dans toutes les étapes, parce que pour construire un protocole, on a vraiment besoin d'avoir leur avis, et c'est ça qui va permettre à la fois de concevoir un protocole adapté, parce que dans les interventions non médicamenteuses, les critères vont être très importants. Le point de vue et également jusqu'à la mise en œuvre de l'étude. Un autre point, donc, c'est restituer de manière intelligible et systématique les résultats de l'étude, donc en évaluant une INM à chaque personne et non participants. Concernant les études méthodologiques, des études observationnelles, donc là, il y en a en fait, à chaque fois, les invariants méthodologiques vont être liés soit aux critères d'évaluation, soit au design. Donc là, j'en ai relevé un qui est lié aux critères d'évaluation. Donc notamment, relever systématiquement les marqueurs de santé. Donc ça peut être l'état de santé, l'autonomie de la personne, la qualité de vie, la durée de vie. Et également, dans la mesure du possible, des indicateurs sociaux, économiques et environnementaux. Car on sait que c'est des marqueurs qui vont être très très importants dans l'efficacité, dans l'efficience d'une intervention non médicamenteuse. Au niveau des études mécanistiques, donc là, j'ai relevé un invariant méthodologique qui est lié plus au design de l'étude, et qui est de décrire le plus précisément possible la condition expérimentale qui vise à isoler le mécanisme d'action étudié. Donc, comme j'ai voulu le relever tout à l'heure également, le mécanisme d'action peut évoluer en fonction de ce qu'on veut étudier. Il s'agit de l'effet spécifique, de l'effet global de l'intervention non médicamenteuse, de décrire au mieux chaque paramètre va permettre d'isoler le mécanisme et ensuite, notamment dans l'étude d'implémentation, de le transférer vers la société civile et de pouvoir vraiment de le reproduire et de garantir une efficience maximum. Donc ça peut être la pièce, ça peut être le sourire avec laquelle la personne est accueillie. C'est vraiment tous les petits détails d'essayer de même noter des choses qui paraissent parfois peut-être anodines, mais qui peuvent permettre de caractériser le mécanisme d'action qui permet d'avoir un effet mesurable. Au niveau des études prototypiques, donc là j'ai relevé un invariant méthodologique qui est lié à l'intervention elle-même, donc qui est de décrire le plus précisément possible le contenu et le contexte de l'INM préliminaire. Donc ça va être par exemple de concevoir un protocole avec un nom, de bien préciser le nom, en décrivant les conditions de mise en œuvre. Donc c'est de manière à établir soit un manuel ou quelque chose qui permette à quelqu'un qui veut refaire éventuellement la même étude d'avoir ce cahier en main et de pouvoir reproduire l'étude. Au niveau des études interventionnelles, donc là, j'ai relevé des invariants méthodologiques qui sont liés aux critères d'évaluation, parce que c'est souvent, quand on veut étudier une intervention non médicamenteuse, le plus difficile, ça va être de trouver un critère qui va permettre de mettre en évidence l'effet de l'intervention. Donc, choisir des critères de jugement pertinents sont mesurés par des outils si possible validés et si possible
disposant d'un seuil individuel de changement clinique. Donc ça, c'est un terme notamment qui sera détaillé. Par exemple, dans la douleur, il y a dans la douleur chronique notamment, il y a un seuil qui est cliniquement, c'est le mot en anglais qui est relevant, pertinent, pour montrer que la douleur a été réellement améliorée ou pas. Et en fait, l'utilisation de ces critères pour la douleur, qui sont subjectifs, mais qui sont à croiser avec des critères objectifs, vont nous permettre justement de décortiquer et de mettre en avant l'effet de l'intervention non médicamenteuse. Après, dans mon explication, on a parlé aussi de l'approche SMART, qui est vraiment un critère important qui permet, enfin l'approche SMART, qui permet de définir des critères qui vont être à la fois spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et temporellement définis. Et pour une intervention non médicamenteuse, comme on l'a précisé déjà tout à l'heure, le temporel est vraiment très très important. Ensuite, j'ai relevé également la variante de préciser les sorties d'études. C'est une information qui est très peu disponible dans la littérature et qui peut, qui a une perte d'information par rapport à quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes ont abandonné l'étude. Est-ce qu'elles sont sorties de l'étude ou est-ce qu'il y a eu 0 sortie d'étude? Est-ce que les personnes ont été remplacées? C'est des informations qui sont très très difficiles à trouver et qui sont vraiment porteuses d'informations. Est-ce que la personne a arrêté parce que pour elle, c'était pas efficace? Est-ce qu'elle a arrêté parce que c'était compliqué pour elle de se rendre sur le lieu de l'étude? Il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu et qui sont importants de préciser dans ces études et donc dans la construction de ces études. Il y a également de préciser l'observance à l'INM, c'est-à-dire le pourcentage de réalisation manifeste des sessions programmées. Donc, au niveau des études d'implémentation, donc là, j'ai relevé aussi des critères, des invariants méthodologiques qui sont liés aux critères d'évaluation, donc notamment le 13, qui est de relever l'acceptabilité, la fidélité et la faisabilité de l'INM dans les différents contextes et au cours du temps. Donc là, je vais dire un peu bêtement, mais donc, parce que ça me semble vraiment important, donc la fidélité est l'élément le plus important. Évaluer ces facteurs de façon itérative afin d'augmenter les chances de transférabilité et de durabilité de l'INM en contexte de vie réelle. Et ça, c'est vraiment un paramètre très important, via potentiellement des adaptations qui peuvent être prévues en amont de la mise en place. Et afin d'évaluer l'impact de l'implémentation, il est préférable de considérer ces facteurs d'implémentabilité dès l'élaboration de l'étude. Donc, c'est ce que je disais, il y a une réflexion vraiment amont qui va permettre de prévoir les adaptations et qui sont une façon de réfléchir qui est un peu particulière quand on ne travaille pas dans l'étude d'implémentation, parce qu'on se dit toujours ça va se passer de telle manière et dans l'implémentation c'est un peu différent. Je ne suis pas du tout spécialiste des études d'implémentation, mais avec toutes les réunions qu'on a faites, je commence à comprendre que vraiment c'est des paramètres qui sont très très importants pour la transférabilité des études. Et donc le 14, qui est d'identifier les obstacles et les facteurs favorisant l'adaptation de l'INM en routine. Donc là, cette évaluation doit être effectuée auprès de l'ensemble des parties prenantes, donc les personnes participant à l'étude, les établissements, l'organisation, promoteurs, décideurs. Donc ces obstacles, ça peut être tout simplement le coût de l'INM, mais ça peut être, comme j'en parlais tout à l'heure, du coup de déplacement pour se rendre sur le lieu de l'INM, et pas forcément du coût financier, mais ça peut être aussi un coût physique. Par exemple, si on a une personne qui est lourdement handicapée, ça peut être compliqué pour elle de faire le déplacement sur le lieu de l'INM. Donc pour l'étude d'implémentation, de voir est-ce que vraiment la personne a besoin de se déplacer, est-ce que l'INM peut aller au domicile, est-ce que c'est compatible avec la manière dont l'INM
avait été décrite avant. Donc voilà, je pense que vous avez compris que l'étude d'implémentation, c'est vraiment la dernière étude avant l'acceptation par la société de l'INM et qui est vraiment un petit peu le tremplin qui va permettre ou pas la décision après, par les décideurs de rembourser ou pas cette INM, qu'elle soit cataloguée comme une INM ou pas. Donc, en conclusion, je ne sais pas si tu veux revenir. Je vais continuer. L'impact du modèle standardisé d'évaluation des INM, donc tout d'abord sanitaire, qui vont permettre le rapprochement des métiers du soin, de la prévention, du social et de l'éducation, et la réduction de l'errance thérapeutique. Ça, c'est important. La réduction des séquelles et la réduction des pertes de chance. On en parlait tout à l'heure, enfin, Ghislaine en parlait tout à l'heure bien mieux que moi. Au niveau des impacts scientifiques, donc ça permet vraiment la consolidation des connaissances, parce que pour la consolidation des connaissances, j'imagine que vous avez tous entendu parler des méta-analyses, et pour faire une méta-analyse, on a besoin de comparer des études entre elles, et donc on a besoin d'études qui ont été menées ou construites de la même façon, sur les mêmes bases, sur des critères, des invariants qui ont été définis préalablement. Donc une meilleure utilisation également des ressources humaines, matérielles et financières dans les études ensuite des INM. Au niveau socio-économique, donc une création de valeur, d'emploi et d'économie, et également la facilitation des expertises de comités d'éthique, centres de recherche et administration. Voilà, donc je vous invite vraiment chaudement à voter pour les recommandations, mais à vraiment les partager, parce que c'est ce que je disais, c'est un peu comme l'effet papillon, il faut que ça fasse boule de neige et qu'on ait un maximum de votants pour avoir quelque chose de solide, mais après, quand il y aura les démarches auprès des décideurs, plus de votes on aura eu, plus de poids on aura ensuite pour faire valoir ces recommandations. Voilà. Et des démarches vers un projet.